Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs et d'intrapreneurs suisses romands qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont décidé de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Géninem, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Loïs Siguen-Lopez, journaliste et présentateur de Basique, une émission économique de la RTS. Loïs incarne l'intrapreneuriat au sein d'un grand média public. Nous allons découvrir comment, à travers sa curiosité insatiable et sa passion pour la vulgarisation, Loïs a su innover et lancer avec succès une nouvelle émission économique. On parle intrapreneuriat, création de contenu, gestion de risques et innovation dans les médias. Bonjour Loïs. Bonjour Cyril. Bienvenue dans cet épisode, moi je suis ravi de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Vaste question. Alors je m'appelle Loïs, je suis journaliste à la RTS depuis plus de 13 ans maintenant. À peu près la moitié en radio, la moitié en télé. Et actuellement je coproduis et présente une émission de télé qui est diffusée tous les lundis soirs sur la RTS, sur la bonne vieille télé, disponible en ligne évidemment, qui s'appelle Basique, où on parle d'économie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Avant de Basique, donc les études, t'as fait quoi ? J'ai cherché, j'ai fait mon bac, assez traditionnel comme parcours, en Suisse quoi. Je me suis cherché pendant quelques années, donc un bac en philo. En bac ou de Mathu ? Une Mathu, j'appelle ça le bac pour parler un peu plus international. Mais j'ai fait donc ma maturité fédérale bilingue, français-anglais, en philosophie. J'étais plutôt littéraire, je faisais beaucoup de théâtre à cette époque. Après, je me suis un peu cherché et un peu par hasard ou par erreur, j'ai entamé un bachelor en sciences économiques. J'étais très nul en maths. J'ai dû faire 3,5 ou 4 à mon bac de maths, en me disant que je ne comprends rien à l'économie. Et du coup, c'est peut-être une bonne manière de faire une licence, un bachelor en sciences économiques pour enfin comprendre de quoi il s'agit. Et j'ai par hasard réussi. Et t'as compris alors de quoi il s'agit ? Toujours pas vraiment. Mais je sais que j'ai eu mon bachelor en sciences éco, donc je suis techniquement économiste. Mais après 3 ans en sciences éco, j'ai vu ce jeune master qui venait d'être ouvert à Neuchâtel à l'Académie du journalisme et des médias, un master en journalisme. J'ai vu la description, j'avais jamais fait ça. Pas écrit un seul article. Mais je devais avoir quelque chose en moi qui m'a attiré là-dessus, donc j'ai fait un master en journalisme. Et après, il faut faire un stage RP, et ce stage RP, je l'ai décroché à la radio. RP, c'est c'est en gros ce qui te permet de devenir vraiment journaliste inscrit au registre professionnel des journalistes. Donc en fait, ta carte RP, c'est un peu le bourgeon journaliste, quoi. Parce qu'un master en journalisme ne suffit pas. Une année de stage à la radio, je voulais absolument faire de la radio. C'est mon média, on va dire, de cœur. Et je l'ai décroché à la RTS la première, et c'est là que j'ai fait mes armes de journaliste. Tout de suite journaliste éco ? Non, pas du tout. C'était pas du tout dans mes, on va dire, dans mes aspirations, quoi, de devenir journaliste économique. Mais j'ai vite fait, par contre, de la tech. C'est-à-dire, après mon stage, j'étais dans une rubrique qui s'appelait les temps modernes, dirigée par Nicolas Eschiao. On expliquait à cette époque, donc ça, tu vois, ça fait bientôt 15 ans, mais on essayait d'expliquer au grand public ce qu'était le cloud, cette espèce de technologie qui venait de débarquer, que personne comprenait, en disant, mais vous verrez, ça sera quelque chose de très important, on va sûrement tous l'utiliser. En séance de rédaction, on disait encore avec vos histoires de cloud, on n'y comprend rien. Donc voilà, j'ai commencé par là. Donc c'est quand même un petit peu de l'économie, disons de la tech, quoi. Et donc ça, ces rubriques, ça dure combien de temps ? Alors ça, c'était une rubrique, donc ça veut dire c'est comme la rubrique internationale, la rubrique suisse ou la rubrique politique. C'est-à-dire c'est thématique, donc on distillait, on va dire, on essayait de vendre nos contenus à toutes les productions de la RTS, donc le journal du matin, Forum, le journal de midi, ou alors on trouvait des invités. Donc ça veut dire qu'on nourrissait en quelque sorte, comme les autres rubriques nourrissent les éditions d'actualité, nous on faisait pareil, mais avec des sujets plutôt tech, société, dans cette veine-là. C'est quoi qui t'intéresse là-dedans, toi ? C'est, je pense, déjà le présent, c'est ce qui se passe dans le présent, c'est quelque chose de nouveau, et puis il faut vulgariser. J'ai toujours adoré la vulgarisation, qu'elle soit scientifique, politique ou économique, parce qu'il y a un côté, il y a du partage, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre quelque chose. Nous, en tant que journalistes, on n'a vraiment pas de super pouvoir, on n'a pas accès à des sources secrètes qui ferait qu'on est plus ou moins intelligent que les autres, mais on essaie juste de comprendre quelque chose et de le restituer de manière simple pour que le plus grand nombre le comprenne. Et on fait ça sur des sujets où là, oui, c'est des discussions éditoriales, où on se dit, ça c'est sûrement important. C'est sûrement important pour vous de le comprendre, donc on prend un sujet, on l'analyse, on l'explique, on vulgarise et on le restitue. Et donc, c'est ce qui m'a toujours intéressé, je pense, dans mon parcours, que ce soit dans l'économie, la tech, l'innovation, les startups, la politique. J'ai fait de la politique aussi, j'étais correspondant à Berne. Il y a beaucoup de sujets hyper compliqués, quoi, qu'on essaye de restituer de la manière la plus claire possible pour
pour que les personnes puissent derrière se faire un avis, avoir des armes, quoi, avoir de l'information et donc pouvoir décider de décider ou décider de ne pas décider. Donc c'est ça, toi, qui t'intéressait. Quelque part, on peut redonner le pouvoir aux gens? C'est un peu la mission quand même du journaliste, hein, d'informer la population, de documenter le présent, de le faire de la meilleure manière possible, c'est-à-dire d'essayer de chercher tous les points de vue qui existent sur un sujet et puis de le restituer. Je crois que c'est notre mission, ouais. D'une part, de documenter ce qui se passe. Donc, voilà ce qui s'est passé à tel endroit, à telle heure, voilà ce qu'a dit un tel, voilà ce qu'a dit un tel. Essayer de voir tout ce que les gens disent d'un sujet, d'un événement, d'une actualité, et puis de la restituer, ouais. Tout ça pour évidemment que quelqu'un l'écoute, quelqu'un l'entende et quelqu'un en fasse quelque chose, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Notre idée, c'est, en tout cas moi, la façon dont la perception que j'ai de ce métier, c'est pas de convaincre quelqu'un. C'est de dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on sait à ce moment-là, d'un sujet, d'un événement, et de lui transmettre l'information pour qu'après il puisse lui se positionner, faire quelque chose, ne rien faire du tout, agir, décider d'en savoir plus. Souvent c'est ça, hein, parce que l'actualité ça va hyper vite, on n'est évidemment pas, on dit pas tout, surtout au moment T, parce que pour nous aussi ça va vite, hein, quand on apprend quelque chose on le restitue à la mi-journée ou le soir venu, donc de nouveau on n'est pas plus intelligent qu'un autre, mais on essaye de faire, tous les journalistes, hein, je dis notre possible pour donner un maximum d'informations au moment T pour que les personnes puissent agir, réagir ou pas. Et alors aujourd'hui, donner ce maximum d'informations, tu le fais dans Basique. Ouais. Tu peux nous dire, Basique, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? Alors Basique, c'est une émission de télé, donc diffusée en broadcast, qu'on appelle en broadcast. Donc c'est vraiment l'idée d'une émission de télé qui est diffusée toutes les semaines, tous les lundis soirs, à heure fixe, 20h10. C'est la télé que nos parents connaissent, nos grands-parents connaissent. Et ça existe encore et ça marche bien. Et on pourra peut-être en parler. Donc toutes les semaines, on a une équipe qui travaille à fournir un sujet, un grand reportage, un feuilleton, une petite chronique décalée et puis un invité. Et puis toutes les semaines, on rend compte comme ça de l'activité économique, l'activité sociale, aussi des tendances sociales de la Suisse romande et de la Suisse à tous les romans. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est la 2e saison. On est à la 65e émission à peu près. Okay. Donc ça fait 2 saisons, je devrais savoir cette réponse automatique, mais quand on est dedans, tête dans le guidon, ça passe tellement vite. Donc ça fait 1 année et demie, bientôt 2 ans, qu'on a lancé cette émission le lundi soir. Avant, il y avait TTC, qui était une émission économique aussi, le lundi soir. Et TTC s'est arrêté. Et après, il y a eu un appel à projet auquel, avec un collègue, un confrère, Yann Duhed, on a répondu avec cette émission Basique qui a été sélectionnée pour être diffusée le lundi soir. Alors, un appel à projet à l'interne de la RTS. Ouais. Il disait quoi, cet appel? C'était un appel à projet hyper simple, assez court, qui disait on est à la recherche d'une nouvelle émission le lundi soir, pour cette case-là, donc il y avait cette case du lundi soir, et qui invitait toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, donc c'était quand même à l'interne, à faire un projet, à rendre un projet pour cette case-là. Donc je me souviens plus de tête les infos qu'il y avait, mais c'était plus ou moins une émission de 26 minutes, le lundi soir, il faut parler d'économie. Il faut qu'elle soit dans l'air du temps, assez moderne. Enfin, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de nouveau. Et puis, tout le monde pouvait soumettre un projet. Et donc, vous, avec ton collègue, vous vous dites, nous, on a un projet d'émission. Ça se fait de manière assez organique, en fait. Tout ça n'est pas vraiment réfléchi. Les appels à projets, moi, globalement, alors avant de revenir sur Basique, j'ai toujours répondu aux appels à projets. Même à l'époque de la radio, j'ai toujours aimé faire ça. C'est quoi que tu aimes là-dedans? Proposer quelque chose, essayer de créer quelque chose. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé proposer, quoi. C'est pas forcément dans l'optique d'y arriver, mais proposer. Il y a cette énergie, comme ça, j'ai envie. Et là, Yann Duhed et moi-même, on était les deux à TTC, donc dans cette émission Écho. Donc on travaillait pour cette émission, et un jour, discussion entre deux portes. Est-ce que tu fais un projet? Moi, je dis évidemment que je fais un projet, faisons-le ensemble. Et on fait ce projet, et tout part d'une page blanche. Véritablement, dans une page blanche d'un restaurant genevois, près de l'école de médecine. Je ne sais pas si on peut le citer, c'était au Niamouk, un restaurant. Et tout est parti de là, d'une page blanche, mais vraiment page blanche sur une table, pause midi, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Tu n'as pas de temps qui est libéré pour ça à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu es employé de la RTS. Ouais, Yann Duhed aussi. Okay. On est les deux reporters, on est journalistes, quoi. Moi, à cette époque-là, je fais des sujets pour TTC, je suis aussi remplaçant au TJ, donc je présente de temps en temps des TJ. Mais donc tout va bien par ailleurs, mais il y a cet appel à projet, puis tout à coup, tu essayes de sortir quelque chose, en disant qu'est-ce que j'aurais envie de voir comme émission de TV, qu'est-ce qu'on serait capable de faire aussi, parce qu'on connaît évidemment les contraintes de la télévision, c'est assez lourd, la télévision, surtout une émission prime time, donc tu as des moyens, tu peux pas juste... tu pourrais, mais prendre ton téléphone, te filmer, ça va pas être terrible.
Donc là, s'entame une réflexion sur le fond, qu'est-ce qu'on met dans l'émission, et sur la forme, comment est-ce qu'on fait cette émission-là. Et après s'enclenche un processus itératif où tu prends ta page blanche, tu fais des ratures, tu recommences, puis tu switches. Des fois, tu pivotes. On a pivoté avant même de rendre le projet, peut-être 1 ou 2 fois, en se disant non, mais en fait, faut plutôt qu'on fasse ça comme ça, qu'on fasse ça comme ça. Enfin, là, s'enclenche un processus de création sur papier, parce que là, c'est vraiment que du papier. Hein. La remise de projet, c'est 3-4 feuilles à 4, et puis c'est ce qu'on a fait. Et visiblement, le projet a plu. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On te dit, ok, c'est bon, vas-y, tu fais ton émission ou... Non, ça arrive à un moment donné. Tu rends ton projet et après s'engage une série on va dire, d'entretiens ou de pitch. Vous connaissez bien ça, Génie Lem. Comme un peu les entrepreneurs, on doit pitcher notre projet 1 ou 2 fois, je sais plus. Il y a plusieurs tours. Et tu pitches à qui? Tu pitches au responsable, au comité de direction, si tu veux, qui s'occupe au comité de sélection, on va appeler ça comme ça, des programmes. Donc tu as plusieurs cadres de la RTS qui savent à peu près ce qu'ils veulent, ce qu'ils ambitionnent, et ils entendent comme ça tous les projets qui ont été déjà présélectionnés une fois. Et après, sauf erreur, il y a un 2e tour. Et puis après, il y a une réponse, quoi. Mais donc tout se cristallise au fur et à mesure, et donc si tu passes chaque étape, tu sens que tu te rapproches peut-être du oui final. Et un jour, ce oui final arrive. Et là, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est assez vertigineux. Parce que, je te dis, j'ai toujours aimé faire des appels à projets. J'adore créer, j'adore mettre ça sur une feuille, dire, allez, on peut le faire. Et quand on dit, vas-y, allez-y, faites-le. T'as ressenti quoi, là? T'es entre l'excitation et t'es là, yes, j'ai gagné. Et puis t'es aussi, merde. Maintenant, il faut le faire. Maintenant, il faut exécuter. C'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir mis ça sur une feuille. Mais maintenant, il faut qu'on exécute. Il faut transformer ça en émission. On a une date. C'était... je sais plus, 9 ou 12 mois après, donc c'est peu de temps. Hein. C'est peu de temps pour mettre en place une émission de cette ampleur, quoi. Donc là, c'est l'exécution, mais un peu comme dans une start-up, tu dois exécuter, tu dois trouver les outils, tu dois trouver les bonnes personnes. Donc très vite, on passe de 2 à 3, puis à 4, à 5. Enfin, très vite, on élargit l'équipe. Et là, on part de cette page blanche à des opérations, à un dispositif qui va nous permettre de produire quelque chose. Et donc là, comment ça se passe? Vous êtes tout de suite dans le grand bain ou vous faites en amont des pilotes ou ce genre de choses? Non, il y a des pilotes. Donc des vraies fausses émissions, c'est ça un pilote? Ouais, alors il y en a eu vraiment un gros pilote, une vraie fausse émission, comme tu dis. Mais avant ça, nous, on a décidé de... Donc très vite, là, il y a un réalisateur qui nous a rejoints, qui avait plus de bouteilles que Yann et moi, on est assez jeunes. Réalisateur, mais suffisamment fou, suffisamment punk et suffisamment bon pour venir dans un projet tel que celui-là, puis se dire, ok, essayons de faire les choses un peu différemment. Ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, hein, mais ça veut dire on va essayer de faire autre chose. Et donc là, on a testé avant de faire un gros pilote. C'est comme ça que j'appelais les copilotes, d'ailleurs, les gros pilotes. On est bêtement parti à Lancy, les 3. Donc le réal, il avait 2 caméras. Yann Duet, qui est JRI aussi, donc il avait sa caméra à l'épaule. JRI, c'est quoi? C'est journaliste reporter d'image. Donc c'est un journaliste, mais qui filme aussi. Donc il a une approche technique, quoi. Il sait filmer. Et moi, en tant que présentateur journaliste, donc on est partis les 3 à Lancy-Pont-Rouge, tu vois, sans dispositif pour faire du proof of concept, quoi. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'extérieur en filmant. Donc on a essayé de faire ça sans autorisation, sans personne, histoire de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui était réalisable, qu'est-ce qui pourrait jouer, ne pas jouer, quel genre de mouvement de caméra. On a fait ça. Notre réalisateur, Bernard Novet, c'est important de le citer, merci Bernard, il est parti maintenant, enfin il est toujours là, je veux dire, mais il est parti de la RTS. Il a fait son montage, il était chez lui, dans son garage, c'est vrai, hein, donc ça part un peu en mode start-up tout ça. Et là, on avait notre tout premier pilote, mais pour nous, avant de se lancer dans la création d'un vrai faux pilote, d'une vraie fausse émission, où là vraiment on fait presque une émission telle qu'on l'imaginait, et ensuite on la soumet à un public on va dire un public cible qui ne sait pas vraiment ce qu'il va voir. Le public ne sait pas exactement que c'est la nouvelle émission de la RTS, donc c'est des panels comme ça de gens, et nous après on réceptionne leur avis. Donc ils sont dans une salle de visionnage, vous leur montrez ça? Exactement. Alors c'était période un peu Covid, donc si tu veux, je crois que tout s'est fait par Teams. Et nous on voyait même les réactions, on entendait, eux ne savaient pas, je crois, qu'on entendait. Donc ils y allaient franchement. Ils ont dit quoi? Les premiers tours sont pas terribles. Mais c'était le but, hein. Je crois que le panel qu'ils avaient constitué, c'est des gens qui n'aimaient pas forcément les émissions de la RTS, qui sont pas acquis forcément à cette cause-là, tu vois, qui sont pas des fans de télévision non plus. Donc c'était aller chercher les plus sceptiques.
Et non, le premier pilote, disons, le panel n'a pas sauté de joie, quoi. Et donc là, vous faites quoi avec ces retours? Bah, tu respires déjà, parce que la soirée est dure, ça dure longtemps, ça dure 2 heures, toi ça fait quelques mois que tu bosses pour ça. Et là, honnêtement, les retours sont compliqués. Donc, t'as 2 choix. Hein. Au début, t'es là, ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Puis tu te rends vite compte, je crois, que ces personnes-là, d'une certaine manière, ont raison, parce qu'elles parlent de leur ressenti, de quelque chose qu'elles viennent de voir. Donc, tu dois, d'une manière ou d'une autre, trouver la force ou l'intelligence de les entendre ou de les écouter. Donc, ça veut dire ne pas non plus complètement modifier ton projet. Tu dois, d'une manière ou d'une autre, les écouter, enfin, adapter ton produit. Là, on est bêtement sur un produit qu'on a fait, on y tient, on y a mis beaucoup d'amour, mais il ne correspond pas tout à fait au marché, quoi. Donc, on doit adapter certaines choses et on a tenu compte Enfin, on a d'abord dû interpréter tous les signaux qu'ils nous ont donnés, parce que voilà, ils les expriment d'une manière parfois assez brute, assez crue, donc tu dois un peu traduire ça en qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont leurs attentes exactement, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour ce qu'ils n'aimaient pas, garder les points positifs. Et ensuite, adapter ton projet, adapter ton produit pour que le jour où on le lance sur le marché, parce que là, c'est presque sûr qu'on va venir à l'antenne bientôt, qu'on ait le temps d'adapter, si tu veux, notre produit à cette sortie sur les ondes. Donc, vous ne refaites pas un deuxième vrai-faux épisode? Non. Directement, l'épisode d'après, c'est celui qui sera diffusé? Ouais, on a un peu de temps quand même pour adapter certaines choses, mais très peu, parce qu'on a déjà une équipe. On a déjà des gens qui produisent. Donc on a déjà constitué, si tu veux, une équipe, parce que c'est important de dire, hein, là, j'étais Yann Duet, Bernard Novet, mais on a des journalistes, du coup on a recruté des journalistes, une équipe de base qui est venue, ils étaient aussi assez fous pour se lancer dans une nouvelle émission, pilotée par 2 jeunes journalistes qui n'avaient jamais produit d'émission de cette ampleur-là. Donc toute cette équipe, je veux dire, c'est hyper important. Tu peux pas faire de la télévision tout seul. Donc je veux dire, toutes ces personnes-là étaient déjà dans le bateau. Donc si tu veux, tu dois en même temps t'adapter, mais tu peux pas repartir de zéro. Et comment tu arrives à les onboarder, en fait? Ils vont pas avoir un salaire plus élevé, ils vont pas avoir de part sociale. C'est quoi? Comment tu les onboardes à ce projet-là? Bah, c'est sur l'envie. Hein. Il y a quand même des gens qui ont envie, qui aiment faire ce métier. Il y a un nouveau projet, une nouvelle émission. C'est aussi l'occasion pour eux de faire quelque chose de nouveau à moindre risque, parce que ça reste la RTS. Si ça marche pas, tu peux faire autre chose. Donc c'est comme ça que ça s'est fait de manière assez naturelle. Et c'était tous des journalistes de la RTS. C'est important de dire que c'est un projet de la RTS. Donc c'est la RTS qui a fait l'appel à projet, c'est la RTS qui paye, donc qui produit véritablement cette émission. D'un point de vue financier, hein. Nous on n'est que les chefs d'orchestre. Si tu veux, les producteurs sont les chefs d'orchestre, c'est un peu la façon dont tu utilises ces ressources, mais ces ressources, la mission est donnée par la RTS de faire cette émission. Parce que les ressources, on te donne à disposition un budget. C'est ça. Ok. Et il est dépensé à l'interne avec ces gens-là. Bah, dès l'appel à projet, tu dois rendre une émission qui correspond plus ou moins au budget. Donc très vite, je veux dire, avant même le pilote, il y a une forme d'analyse qui est, ok, vous auriez besoin de combien de caméras, vous auriez besoin de combien de personnes, il y a une analyse qui est faite, il y a une gestion des ressources quand même assez efficace et assez fine qui est faite à la RTS pour ce genre d'émission. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Et ça, donc ça, c'est Yann et toi qui gérez aussi cette partie-là? Oui, au tout début plutôt pour l'appel à projet, mais très vite après, il y a des professionnels de ces questions-là qui sont engagés. Attaché de production, chargé de production surtout, le réalisateur aussi qui s'occupe de la gestion financière, de combien d'argent, combien il nous reste, qu'est-ce qu'on met. Donc ça, il y a aussi des métiers qui très vite sont rattachés à l'émission, qui sont partagés, si tu veux, entre plusieurs émissions. Ils ne sont pas forcément dédiés à Basic, mais ça fait partie des ressources et des compétences hyper importantes pour la production d'émissions de cette envergure à l'interne. Merci. Je regarderai la télévision différemment, je pense. Alors, il y a la première émission, donc après Spock, vous intégrez les retours, et ensuite vous lancez la première émission. Comment ça s'est passé, ça? Ça s'est plutôt bien passé. Déjà, on avait une émission, donc c'est le premier test. Hein. Tu arrives à l'antenne avec une émission, elle est annoncée, il y a un peu de marketing, un peu d'annonce, parce que je rappelle qu'on remplace quand même une émission mythique de la RTS qui fonctionnait bien, TTC, présentée par Patrick Fischer, qui a fonctionné jusqu'à la fin. C'était une marque qui était quand même très connue. Donc là, la pression sur nos épaules, en tout cas en ce qui me concerne, elle est assez importante. Parce que c'est pas facile, surtout en Suisse, t'es habitué à ton paysage médiatique. De nouveau, l'émission marchait bien, donc toi, t'arrives avec un nouveau produit. Mais pourquoi ils ont enlevé TTC? Voilà, exactement. On a eu cet effet. Hein. Okay.
Il existe. En Suisse, c'était fait, c'était mieux avant, c'est très bien, c'est quoi ces petits jeunes? En plus, on avait un style qui était quand même assez différent. On n'est plus en studio, on est à l'extérieur. On a un générique qui pète, quoi. Il y a du noir et du blanc, il y a du dynamisme, on fait beaucoup de coupes. Il y a des zooms, enfin des cuts et des zooms, un peu à la mode YouTube. Donc non, il y a quand même une petite prise de risque. Mais la première émission se passe bien. Et puis les secondes aussi. Enfin, la suite, l'audience est au rendez-vous. On fait un assez bon score sur la première. Donc là, on est rassurés. Nous, on est rassurés. On se dit pas que la partie est gagnée, mais on est rassuré parce qu'on se dit qu'on répond quand même à quelque chose et qu'il y a un public pour ce qu'on fait. Et c'est quand même assez important. Alors parce que là, le premier test, effectivement, d'être capable de délivrer la valeur, donc d'avoir une émission, et le deuxième test, il est donc est-ce que ça va plaire à l'audience? Bah oui. C'est ça. Ouais. Parce que quand tu signes pour Basique, on vous dit on y va pour une année ou on te dit on y va pour un épisode renouvelable ou 4 saisons, j'en sais rien. C'est comment ça se passe ça? Alors honnêtement, je ne sais pas exactement quels sont les termes, mais on te délivre une mission ou un mandat en disant bah voilà, le but de Basique, c'est de faire tant d'émissions chaque année, le lundi soir, de tant de minutes, avec tel budget. Ça, c'est rediscuté chaque année. Hein. Mais en gros, donc, tu as une mission quand même qui va de saison en saison. Mais disons que tu n'as pas besoin de re-signer tout le monde. Là, on parle vraiment d'une création de la RTS avec un savoir-faire RTS qui existait, qui existe, qui continue d'exister. Et donc tout ça se fait d'année en année de manière assez naturelle parce que, comme je l'ai dit très vite, c'est important de le souligner, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Il y a très vite une grande équipe qui est intégrée dans un département, c'est le département de magazine société. Donc on a aussi une rédaction en chef, Madeleine et Patrick. Donc on intègre, si tu veux, un dispositif préexistant. On n'est pas comme ça... une maison de production externe où le contrat pourrait être résilié. On doit très vite, si tu veux, on est créé à l'intérieur d'un processus RTS, d'un savoir-faire RTS, et d'une certaine manière, heureusement, parce qu'on peut profiter de tous ces corps de métier et de toutes ces connaissances pour créer ce bateau-là. C'est comme un petit bateau. Et alors, est-ce qu'il y a des objectifs par rapport à l'audience, justement? Et comment ça, c'est géré? On a un objectif d'audience. Quel chiffre? Il y a un chiffre. Il y a un chiffre. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça, mais on a un chiffre, en particulier ce qu'on appelle, nous, les actifs. Enfin, en gros, c'est des personnes entre 35 et 55. Et on dit, voilà votre objectif d'audience. Ça, c'est ce qu'on vise. Après, je t'avoue que j'ai pas de recette. Personne n'a de recette particulière en se disant, ah tiens, ce sujet va mieux marcher. On a une approche qui est hyper simple. On va essayer de faire des bons sujets qui sont bien faits. Et puis, normalement, ça va plaire. C'est Voilà. quoi un bon sujet? Bah, c'est un sujet où on se dit c'est actuel, c'est des problématiques que pas mal de Suissesses ou de Suisse romans rencontrent, ou alors il y a de l'information, on entend souvent parler, les gens ne savent pas exactement comment ça se passe, ou ça c'est assez nouveau, il y a quelque chose à vulgariser, il y a une information à donner, il y a un phénomène qui existe mais c'est pas beaucoup documenté, et tu te dis ah bah tiens ça c'est intéressant, il y a sûrement une demande d'information là-dessus, mais disons qu'on n'a pas d'aide à la décision, on n'a pas de métriques, de data qui nous disent il faut absolument qu'on aille sur ce sujet pour faire de l'audience. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il n'y a pas des focus group où on demande à des audiences de quoi est-ce que vous aimeriez que parle Basique lundi prochain? Non, non, ça serait compliqué. Il nous faut plus d'une semaine. Nos journalistes ont plus d'une semaine pour produire un sujet de 10 minutes. De nouveau, 10 minutes en télé produit toutes les semaines hein, pour proposer au public un sujet de qualité avec de la valeur ajoutée, ça prend plus qu'une semaine, donc on aurait de la peine à réagir aussi vite. Enfin, tu pourrais, pour être honnête, tu pourrais faire un sujet en une semaine, mais pas la qualité dont on le fait avec quand même plusieurs séquences qui sont souvent filmées par des professionnels, où on essaie d'avoir un storytelling, ça prend un peu plus de temps. Et puis le but ultime, c'est pas que de faire de l'audience. Tu pourrais aller chercher des sujets, je sais pas, peut-être plus provocateurs, peut-être plus où il y a plus de batailles. Il y a aussi une mission de service public, tu vois, d'informer sur ce qui se passe en Suisse romande, sur, je sais pas moi, le pouvoir d'achat, sur telle façon d'investir, sur l'air du temps, sur la consommation des jeunes, des plus âgés. Enfin, ça c'est aussi des missions, je pense, du service public. Et si tu voulais faire que de l'audience, tu pourrais faire plus de... Enfin, c'est pas simple de faire du divertissement, mais disons des sujets qui sont plus simplement divertissants. Okay. Et là, vous avez choisi d'être aussi dans l'information, quoi. On a un magazine de reportage fait par des journalistes. Donc c'est quand même une émission de journalisme, ouais, avec du reportage, d'information. On n'est pas dans un produit pur divertissement. On essaye d'être divertissant,
Je fais moi-même parfois des petits gags à l'antenne, donc j'essaye de ne pas trop me prendre au sérieux, mais on travaille tous avec beaucoup de sérieux par contre. Donc ce qu'on délivre, c'est de l'information faite par des journalistes vérifiés. Donc oui, le contenu est quand même journalistique et c'est du reportage. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cet objectif d'audience qui vient chaque semaine. Comment ça se monitore ça? L'émission, c'est le lundi soir. Tous les mardis matins, vous avez une séance avec toutes les personnes des équipes de Basique qui regardaient ça, ou comment ça se passe? Non, nous on a notre séance de rédaction le lundi, donc avant que l'émission du jour soit diffusée, mais on discute dans l'équipe pas tout le temps des audiences. On se dit l'émission a bien marché, a moins bien marché, mais on se met nous-mêmes dans l'équipe pas forcément de pression vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que ça nous aide pas à faire mieux ou moins bien en fait, je crois. Les gens sont intéressés de savoir est-ce que ça a bien marché, pas bien marché, mais ça va pas nous aider pour le prochain sujet à savoir que ton dernier sujet a pas bien marché, quoi. Il n'y a pas une guéguerre à l'interne des journalistes pour savoir quel est le reportage qui a eu le plus d'audience et celui qui en a eu le moins? Je crois pas. J'en ai pas parlé avec l'équipe de Basique, mais je crois pas que les gens... Après, quand tu bats ton record, quand tu bats un record, là, on est content. Enfin, moi, je suis content. Je sais pas pourquoi. Hein. Et entre les émissions, ça reste assez bon enfant, mais tu vois, on n'est pas loin d'ABE, on n'est pas loin de Temps Présent, mais en même temps, on est des émissions tellement différentes. Mais entre les producteurs, on discute souvent. Mais on se tire jamais vraiment la bourre avec l'audience, même si moi, le jour où je bats toutes les émissions de la semaine, peut-être arrivé une fois, je suis hyper content, mais je le garde pour moi. Mais oui, là, on va pas se cacher que t'es toujours content. Mais le marché n'est pas autant concurrentiel, j'ai l'impression, à cette heure-là qu'en France, par exemple. Ou vraiment quotidien, Cyril Hanouna, c'est à vous. Enfin, tu vois, il y a vraiment une offre Access Prime Time et Prime Time qui est hyper intense. En Suisse romande, c'est un peu différent. On est évidemment en concurrence avec tous ces géants, on est en concurrence avec Internet, on est en concurrence avec YouTube, on est tout petit par rapport à eux, quoi. Donc c'est hyper important qu'on fasse des bonnes émissions, qu'on soit dynamique. J'ai franchement l'impression qu'on l'est. Mais tu vois, on est diffusé à 20h, donc c'est pendant les JT français, donc avant les programmes de divertissement français qui cartonnent. Ils cartonnent, hein. L'amour est dans le pré, Mario au premier regard, toutes ces émissions, je veux dire, on va pas se leurrer, hein, elles font une audience de dingue aujourd'hui. C'est très difficile pour nous, je crois, en Suisse, de concurrencer ça. Avec Basique, on aurait de la peine à le faire, je crois. Mais on est juste avant. On est à 20h10, on est avant 20h45. Donc là, on a quand même la lucarne pour dire, regardez, on est en Suisse romande, on fait quand même du contenu d'information. Ok, on va pas se marier dans le pré, quoi. Même si, avec Basique, on est souvent dans des prés. Mais on délivre quand même une information de qualité. En tout cas, on essaie de le faire toutes les semaines. Donc vraiment cette notion de service public qui est là aussi pour informer, pas juste dire. Ouais, on est clairement service public. On a une mission de service public et une approche de service public. Ouais. Et alors justement, pourquoi dans cette approche de service public, c'est important de parler d'économie? Parce que l'économie, alors ça, je parle pas pour la RTS, hein, mais je parle pour moi, c'est quand même fondamental. Je veux dire, on est entouré d'économie du matin au soir, du soir au matin. On est des consommateurs aujourd'hui. Je veux dire, on consomme tout. On consomme le temps, on consomme à manger, on consomme nos habits. Enfin, tout ça, c'est de l'économie, quoi. On paye des factures. Ça influence les votations en Suisse, souvent. Hein. On dit le Suisse vote avec son porte-monnaie, alors c'est pas toujours le cas. Mais donc, pour moi, l'économie, c'est la société dans laquelle on vit. Alors, tu peux vivre au rebut de tout ça. Hein. Tu peux t'en sortir, quoi, mais ça reste quand même une minorité de personnes. Et même choisir de ne pas y participer, c'est pour moi une forme d'acte économique, de renoncer à la consommation. Mais donc à ce titre-là, je pense que l'économie est partout. Tout le monde devrait regarder Basique. Tout le monde devrait regarder Basique. On devrait faire 100% d'audience. Ça, c'est mon avis, évidemment. Et alors, moi, je regarde très souvent. Alors, je ne regarde pas à 20h10. Moi, j'aime bien regarder en replay à d'autres moments. Et souvent, il y a quand même des notions qui reviennent, enfin des reportages sur des startups, sur l'innovation, etc. Ça aussi, pourquoi déjà, est-ce que c'est un choix délibéré de le faire? Et puis, pourquoi c'est important qu'on parle? C'est pas les startups représentent pas le plus grand nombre d'emplois en Suisse romande, mais pourtant, là, je pense qu'elles sont surpondérées si on regarde uniquement le nombre d'emplois versus le nombre de minutes à Basique. C'est surtout dans la chronique qui s'appelle Le Check. On fait l'interview. Chaque semaine, il y a une interview qui s'appelle Le Check. Où là, effectivement, on a presque, disons, plus de la majorité des invités, c'est des entrepreneurs ou des entrepreneurs. Ça, je crois que c'est un choix de l'émission. C'est un choix de l'émission d'aller voir déjà des acteurs de l'économie. Alors, on a aussi des PME, hein. On a aussi des patronnes ou des patrons de PME.
Mais c'est un choix d'aller voir des acteurs qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre l'émission à l'extérieur et pas en studio. On va à la rencontre de ceux qui produisent quelque chose. Et le choix des startups, des entrepreneurs, c'est par l'aspect, je crois aujourd'hui plus que jamais, l'aspect solution et qu'elles apportent. Elles apportent une solution à quelque chose. Il y a un côté positif dans la startup. La startup, c'est juste un nœud d'espoir. Par définition, je veux dire, quand une jeune start-up qui s'est créée il y a quelques années, c'est l'espoir qu'elle ait de devenir quelque chose de plus grand. Donc cet espoir-là, je crois, répond là à une demande du public qui est un peu en quête de solution, parce que c'est vrai que quand tu regardes le monde qui nous entoure, si tu vas un petit peu plus loin de nos frontières, le pouvoir d'achat, je veux dire, les nouvelles ne sont pas bonnes sur tous les fronts. Donc on essaye à Basic d'avoir un aspect positif. Ça ne veut pas dire être naïf, hein. Ça ne veut pas dire « Ah, c'est génial, tout ce que font les gens, c'est génial, regardez, le monde, il est beau », c'est pas ça. Mais c'est d'apporter des solutions, c'est d'apporter une forme de positivisme dans le journalisme. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de faire, mais tous nos sujets, hein, que nos journalistes travaillent aussi, et je trouve qu'ils le font très bien. C'est d'apporter comme ça cette petite bulle d'espoir, de positif, en disant « Regardez, il y a des gens qui entreprennent... Rien que le fait d'entreprendre, hein, quoi que tu fasses, de la medtech, biotech à l'ICT, en passant par low-tech, high-tech, il y a ce côté positif, il y a ce côté espoir, il y a ce côté je vais y arriver, il y a ce côté j'ai une solution pour quelque chose. Je vais changer le monde. Ouais, il y a un côté je vais changer le monde. Ça, il y a toujours eu dans les startups. Hein. Tu es un peu obligé d'y croire. Ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, c'est... à l'époque, on voulait changer le monde en répondant, par exemple, à un besoin commercial ou un besoin d'un client. C'était quoi ton USP, ton Unique Selling Proposition? Donc, qu'est-ce que tu fais mieux que ton concurrent? Aujourd'hui, moi, je rencontre de plus en plus de jeunes entrepreneurs et moins jeunes entrepreneurs qui veulent trouver une solution durable. Donc, il y a une approche de durabilité, je trouve, dans les projets qui s'est largement augmentée. Donc, c'est un peu la double solution, si tu veux. C'est que je fais mieux que mes concurrents, pas toujours moins cher, mais j'essaye de régler un problème sociétal, durable, environnement. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a de plus en plus de projets qui ont cette fibre-là et qui ont l'air de fonctionner. Et ça, vos audiences, elles aiment bien quand on parle de ça? Tu le sais pas? C'est dur, hein. C'est dur à savoir exactement, parce que je sais moi-même pas comment se passent exactement les mesures d'audience, mais donc tu as une idée, tu as des chiffres, tu as des courbes qui peuvent être assez précises. Nous, en général, les gens commencent l'émission, finissent l'émission. Ça arrive des fois tout à coup qu'il y ait des sautes, mais je veux dire, globalement, on arrive quand même à garder nos gens sur le public sur toute l'émission. C'est-à-dire que quand tu engages Basic, souvent tu regardes jusqu'au bout, donc a priori, ça plaît. Après, on invite quand je dis au revoir, j'invite tout le monde à nous écrire, basic@rts.ch. On lit ces mails, je réponds souvent. Il y en a beaucoup. Des mails? Ça dépend des émissions. Ça va de 0 à plus d'une dizaine, donc c'est pas 1000, hein, je veux dire, mais il peut y avoir des sujets qui font réagir plus que d'autres. Lesquels? Franchement, j'ai pas en tête. C'est pas les sujets, c'est souvent étonnant. C'est pas où on se dit ah tiens, là je montre une personne, polémique, ça va cliver. Non, des fois c'est des gens qui réagissent à quelqu'un qui parlait anglais dans le sujet, parce que voilà, ils se disent ah mais il était là, il parlait anglais, pourquoi il a pas parlé en français, il devrait faire l'effort, ou alors des gens qui se sentent peut-être des fois ils se sentent agressés par le sujet qu'on a traité en pensant qu'on en fait de la promotion, alors que c'est pas de la promotion, tu vois, on montre des gens qui existent, qui ont des points de vue. Nos sujets, évidemment, sont équilibrés, tu vois, mais voilà, quand t'aimes pas quelque chose, des fois, tu te sens un peu agressé par ce que la personne fait, quoi. Donc, tu nous écris pour dire « Ah, mais ce qu'il fait, c'est vraiment nul. » T'es là, d'accord. Mais voilà, il le fait quand même. Donc, nous, on a choisi de pas se positionner sur son activité. Donc, non, il n'y a pas de règles sur les réactions, mais les gens réagissent quand même assez régulièrement aux émissions. Et ça, c'est important pour vous de garder le pouls de votre audience. Voilà, je vais dire... en fait, on voulait peut-être le faire via les réseaux sociaux, tu vois, avec un compte Basic, X, Twitter ou Insta. Et c'était pas possible. Pourquoi ? À cause d'une stratégie, réseaux sociaux. Il y a toute une stratégie. Là, on est à la RTS, tu vois, donc on doit épouser cette stratégie-là. Ils voulaient pas qu'il y ait une énième création d'un compte, d'une émission sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas pu créer notre compte Instagram. J'ai le mien, mais tu vois, c'est pas la même chose que le compte de l'émission. Donc, on s'est dit, on fait ça. On a hésité à faire une case postale, mais finalement, on s'est dit, on fait ça par mail, quoi, à l'ancienne. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à nous écrire. Donc, il y a un petit côté old school. Voilà. Dans une émission assez moderne et récente, on a le petit côté old school. Écrivez-nous un mail.
Et du coup, après une année et demie comme ça, avec Yann, vous êtes content de ce que vous avez fait avec Basique? Sur Basique, ouais. Ouais, je crois. Vous avez encore des choses à faire? Oh, il y a 1000 choses à faire. Aujourd'hui, plus qu'au début, je pense. Non, mais je crois qu'on est fiers. En tout cas, moi, je suis fier de nous, je suis fier de toute l'équipe. Vraiment, parce que tout seul, je pourrais rien faire, ça c'est sûr. Et toute l'équipe, on a une équipe on a des personnes qui sont là depuis le début, qui restent là. Ça, c'est aussi un challenge, hein. Parce que faire pour le grand public, c'est bien, mais comme tu disais, tu dois convaincre des gens de venir et de rester. Et ça, c'est pas toujours facile. Tu apprends un nouveau rôle, hein, Ton équipe, elle reste? Alors, certains bougent et certains restent, mais parce que c'est comme ça. On est dans une entreprise, les journalistes ont le droit d'aller d'une émission à l'autre. Je pense que c'est très bien. Mais aujourd'hui, non, il nous reste 1000 choses à faire. L'émission, elle est installée et je pense le plus grand risque, c'est de s'endormir, quoi. Donc il faut en permanence, je pense, se poser des questions et puis se dire qu'est-ce qu'on change demain? Qu'est-ce qu'on rate demain, quoi? Ou qu'est-ce qu'on réussit demain? Mais le plus grand risque, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'immobilisme. C'est de se dire, ah yes, on a une bonne recette. Non, je pense qu'il faut continuer à améliorer la recette et à changer parfois la recette. Et alors justement, prendre ce risque-là, tu l'as pris. Alors ok, il n'y a pas forcément un risque financier quand on répond à l'appel à projet, mais il n'empêche que quand on fait tout ça et qu'on se met en avant et qu'on présente soi-même, il y a quand même un risque pour toi, pour toi et Yann, en tant que journaliste. Ça, tu peux nous en parler? C'est quelque chose que vous avez pris en compte? C'est quelque chose que vous n'avez pas pris en compte? Bah, tu le prends pas trop en compte, je crois, parce que faut foncer, hein. Quand tu crées une émission, c'est un peu quand tu crées une start-up, tu dois y croire, tu dois foncer, il faut y aller, quoi. Et puis à un moment donné, tu as une date de diffusion, enfin je veux dire, c'est toutes les semaines, hein. Nous, tous les lundis soirs, 26 minutes. Donc il n'y a pas un jour, je vais, puis je dis, ah écoutez, ce soir, je sais pas, on n'était pas bien, on vous a pas fait de sujet. Non, il y a tous les lundis soirs, tu as ton émission, donc il faut y aller. Mais le risque, évidemment, que tu le mesures au début, ouais. Moi, j'ai jamais fait, je pense, autant d'insomnie qu'au moment de la création de cette émission et C'est quoi la qui première t'empêchait de année. Dormir? J'en sais rien. C'est comme toutes les insomnies, tu sais jamais vraiment, hein. Tu te réveilles et puis t'es là, tout va bien par ailleurs, tu vois, les chiffres sont bons, donc t'as pas à t'inquiéter, mais t'es quand même un peu inquiet. T'es quand même inquiet. Mais aussi, le risque, tu le mesures. Moi, je l'ai mesuré, j'étais prêt. Pour Yann, je peux pas parler, mais je pense évidemment qu'il l'a senti. Et moi, je l'ai senti, oui, parce que t'es le visage de l'émission. Alors, de nouveau, les gens, quand tu vas dans la rue, tu vois, ils viennent vers moi, c'est normal, tu vois, et j'en parle toujours avec plaisir. Mais du coup, si t'as ce risque d'image, quoi. Mais ça, je m'y étais préparé. Je m'étais préparé à un échec retentissant au cas où ça foirait. Comment on se prépare à ça? Bah, tu t'y penses. Puis tu te dis, si ça arrive, qu'est-ce que je fais, quoi. T'aurais fait quoi? Bah, j'aurais fait pareil. C'est-à-dire, j'aurais continué et j'aurais assumé. J'aurais assumé l'échec. Quand tu es le visage de l'émission, les gens voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, tous les gens qu'il y a derrière, même si nous, on montre beaucoup de journalistes, hein, donc ils voient que je suis pas tout seul. Mais disons, si l'émission foire, tu vois, enfin, moi, je pensais en me disant, on va se dire, l'émission de Loïs, elle est nulle, quoi. Et je voulais pas à ce moment-là dire, ah non, mais tu vois, c'est pas que mon émission, c'est pas que moi, c'est pas ma faute si c'est pas bien. Donc j'étais prêt dès le départ à dire, oui, mon émission est pas bien. Donc à prendre, entre guillemets, le risque et le poids de l'échec, quoi. Mais que tu te prépares sans pouvoir vraiment te préparer. C'est juste, moi, c'est une discipline mentale qui te dit... voilà. Enfin, j'aurais fait comme maintenant, où je dis, tu vois, c'est pas tout seul, c'est vraiment des louanges, il faut qu'on partage ces louanges, si l'émission plaît, mais d'assumer seul si ça foirait, quoi. Il y a ce côté, voilà. Tu disais avant justement que pour garder tes équipes, tu as dû apprendre des choses, tu as appris quoi? Bah, à titre personnel, c'est que j'ai toujours été journaliste, je faisais mon sujet dans mon coin, j'étais plus seul et indépendant, même, j'avais mis sur pied, ou co-mis sur pied des chroniques radio, mais où tu travailles seul, quoi. Enfin, ou avec des techniciens, mais je veux dire, tu as ton sujet. Et là, tu as un petit côté chef d'équipe, donc ton rôle change un peu. Et ça, c'est un apprentissage que font toutes les personnes qui, tout à coup, doivent travailler avec des gens, doivent donner envie à des gens de te suivre. C'est cet apprentissage-là qui, pour moi, était nouveau. Et là, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui vont devoir onboarder un rôle comme ça, de chef d'équipe, le conseil que tu leur donnes, c'est quoi? D'être à l'écoute, et puis alors c'est compliqué à verbaliser, mais d'expliquer, de donner envie, d'essayer d'être leader plus que petit chef, c'est-à-dire de ne pas exercer son pouvoir par le pouvoir qui t'est donné parce que tu es chef d'équipe, mais d'essayer de donner envie. Donc ça passe par des explications, et je pense que ça passe aussi des fois par la dilution de ton objectif, enfin plutôt l'incorporation de l'objectif de l'autre avec le tien, et que ça se fasse un peu en discussion. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est toi qui tranches. C'est toi qui a le final cut, quoi.
mais c'est plus facile à long terme si tu arrives à créer de l'adhésion. Parce que si tu es juste le chef qui gouverne sans adhésion, je pense que tu vas devoir souvent trouver des nouvelles personnes pour travailler avec toi. Et ta secret sauce pour avoir cette adhésion? Aucune idée, je suis pas encore très bon. J'ai encore plein de choses à apprendre. Si tu avais un livre à recommander aux personnes qui nous écoutent? Les pensées de Marc Aurèle. Pourquoi? Parce que j'adore, depuis les philosophes grecs, il appartient à cette école-là, et j'adore la philosophie en général. Et les pensées de Marc Aurèle, je trouve que c'est facile à lire. Ou Confucius, mais Confucius c'est parfois plus confus, parfois faire des jeux de mots, mais Marc Aurèle c'est hyper bien, les pensées de Marc Aurèle. Merci beaucoup. Merci Cyril. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet échange passionnant et passionné avec Loïs, qui nous a partagé avec beaucoup de sincérité son parcours intrapreneurial au sein de la RTS. J'ai particulièrement apprécié découvrir comment, à travers son intuition et son envie de proposer quelque chose de nouveau, avec son collègue Yann, son cofondateur, devrais-je dire si on utilisait des termes start-up, ils ont su transformer un appel à projet en une émission emblématique de l'économie en Suisse romande. La démarche de Loïs et Yann, en tant qu'intrapreneurs, présente de nombreuses similitudes avec celle d'entrepreneurs. Dans les deux cas, tout part d'une envie, d'une intuition et d'une idée qu'il va falloir concrétiser. Et qu'on soit intrapreneur ou entrepreneur, il faut savoir confronter son idée, son projet au marché, tester ses hypothèses et faire preuve de passion et de résilience pour le faire avancer. Car même quand les retours ne sont pas immédiats ou favorables, comme ce fut le cas pour le premier pilote de l'émission. Et quoi qu'il en soit, dans le cas de cette émission basique, ce marché est celui de l'audimat, où chaque émission est un test face au public, tandis que pour d'autres entrepreneurs, le succès se mesure plus à la viabilité économique et à la croissance de l'entreprise. Mais pour Loïs et son équipe, la course au succès prend la forme de cette audience où l'objectif est de captiver et de fidéliser les téléspectateurs. Et comme dans toute aventure entrepreneuriale, la clé réside dans l'adaptation continue. Recueillir les retours, ajuster le produit ou l'émission, tout en gardant en tête la mission initiale, qui est une mission de service public, à savoir informer les citoyens que sont les téléspectateurs de la RTS. Dans tous les cas, que l'on soit en quête de part de marché ou de point d'audimat, l'important reste de transformer une idée en quelque chose de tangible, durable et qui trouve son public. Et si vous avez apprécié cet épisode, ce qui devrait être le cas vu que vous êtes encore en train de m'écouter, n'hésitez pas à le partager avec 3 de vos amis ou 3 de vos collègues afin de nous aider à faire grandir notre communauté et à avoir toujours plus d'audience, comme c'est le cas pour Loïs, car plus nous aurons d'audience, plus nous pourrons continuer à faire venir des personnes intéressantes. Et pour rester au courant de l'entrepreneuriat comme de l'intrapreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet geninem.ch.